Le projet de réglementation des systèmes d'intelligence artificielle est-il excessif, comme a pu le dire le ministre délégué au numérique? Que dit d'ailleurs ce texte? Quels sont les points de vigilance? Attention à ne pas pénaliser notre écosystème français, on peut l'entendre, mais aussi les usagers français de ces intelligences artificielles, puisqu'on a vu des GAFAM prendre des décisions à ce sujet. Pour en parler, Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, association représentative des grandes entreprises et administrations publiques françaises utilisatrices des solutions et des services numériques. C'est un réseau justement qui accompagne ces organisations dans la transformation numérique pour un numérique durable, plus éthique, mais quand même au service de la performance et de la compétitivité. Bien sûr. Bonjour. Alors, vous vous êtes exprimé, Henri, sur cette AI-Act à l'occasion d'un débrief dans Smartech. Vous avez dit des choses très tranchées. Donc, ça m'intéressait de développer avec vous votre point de vue. Bertrand Payès est également avec nous sur ce débat. Vous étiez précédemment coordonnateur national pour la stratégie d'intelligence artificielle au sein de la direction interministérielle du numérique et du SI de l'État. Aujourd'hui, vous êtes le directeur de l'innovation et des technologies à la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, qui d'ailleurs a ouvert un nouveau service entièrement dédié à l'intelligence artificielle, et ce service est rattaché à votre direction. Alors, je voulais démarrer avec Henri Dagrin, puisque c'est lui qui a lancé un petit peu finalement le débat, en mettant de l'huile sur le feu, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous nous avez dit, plutôt pas de texte comme celui de l'AI-Act tel qu'il est aujourd'hui. Pourquoi une position très tranchée? Plutôt pas de texte que ce texte. En fait, la question, c'est de savoir si le modèle de régulation qui est en train de se mettre en place est le bon pour s'adapter aux évolutions technologiques extrêmement dynamiques que l'on peut constater. Un texte de cette nature, ça fige ou ça tend à figer la vision que l'on porte sur ce domaine technologique qui est très lié par ailleurs à des enjeux très, très sociétaux. Et donc, notre réflexion aujourd'hui, après une tempête plutôt médiatique d'ailleurs et marketing de l'arrivée de ChatGPT, c'est se dire, est-ce que le modèle de régulation par la hard law, par une loi assez rigide, est le bon pour, dans 5 ans, dans 10 ans, être adapté aux phénomènes auxquels nous serons confrontés. Et ça, le problème d'une régulation européenne de cette nature, c'est que même si le texte intègre des mécanismes d'adaptation, risque de rigidifier considérablement la façon dont, en Europe, nous regardons l'intelligence artificielle. Et nous pensons qu'il y a des mécanismes de régulation qui sont plus souples, qui donnent par exemple à des autorités indépendantes le soin d'adapter la régulation avec bien entendu des grandes directives qui sont celles que démocratiquement l'Europe peut avoir adaptées, mais qui adaptent en permanence cette régulation aux enjeux technologiques, à ce que l'on peut constater. Simplement sortir un texte anti-ChatGPT, en fait, vous dites. Voilà. Bertrand Payès, ce nouveau service au sein de la CNIL dédié à l'intelligence artificielle, est-ce que ça fait partie de son rôle, justement, de regarder les textes en préparation, d'éclairer les politiques français et peut-être aussi de participer au débat européen? Alors, évidemment, on le regarde, c'est important, et je pense que la création de ce service, c'est aussi de se préparer pour des nouvelles dispositions qui pourraient entrer en vigueur, alors sans doute plutôt fin 2025. On ne participe pas directement aux négociations européennes, c'est vraiment le gouvernement, dans le cadre d'un dialogue interministériel, qui pilote la position française au Conseil, donc au Conseil des États membres, qui lui-même va négocier avec le Parlement et la Commission. Mais on peut faire valoir notre expertise, et notamment sur l'articulation avec le RGPD, puisque c'était un des points sur lesquels... Et à ce stade, quel est le regard de la CNIL sur ce sujet, sur l'AI-Act ? Alors, moi, je serais moins sévère qu'Henri. Je pense qu'il y a eu un gros travail de réflexion qui a été mené là à partir de 2017-2018. Il y avait le groupe de haut niveau, le groupe d'experts de haut niveau de la Commission qui a vraiment fait mûrir le sujet, et une approche que je trouve en tout cas adaptée, qui est cette approche à la fois par les risques, c'est-à-dire de dire on va réguler uniquement les usages à haut risque. Donc l'IA qui sert dans un jeu vidéo, c'est pas un usage à haut risque a priori. Et on va
Donc cette liste de usages à haut risque, elle va être susceptible d'être modifiée. Donc c'est peut-être là où il y a une marge d'adaptation. Et En exemple, on peut donner par exemple l'IA utilisée dans le domaine de la justice. Voilà, dans le domaine de l'administration de la justice, par exemple, ce n'était pas dans le texte initial et puis ça a été ajouté. Donc effectivement, dans le domaine judiciaire, on voit bien que c'est très sensible, il faut y réfléchir. C'est vrai que ça va sans doute un peu compliquer les règles pour les gens qui fournissent des IA pour ces usages à haut risque, donc que ce soit la santé, des usages sur la police ou la justice, des usages aussi sur le recrutement RH, qui est effectivement un des domaines où aujourd'hui il n'y a peut-être pas beaucoup de régulation, mais où il peut y avoir beaucoup de discrimination avec des systèmes automatisés. Donc c'est des nouvelles règles. Donc, pour les gens qui fournissent des solutions dans ces domaines-là, ça va être des nouvelles contraintes, on ne peut pas dire le contraire. Ouais. On pense que ce n'est pas inadapté. Je pense que le débat cette année prouve qu'il y a aussi une demande de régulation, y compris d'une partie des industriels. Et on pense que par ailleurs que c'est relativement bien complémentaire du RGPD, puisque là, la régulation va porter sur les fournisseurs de solutions plutôt que sur les utilisateurs, alors que le RGPD s'applique vraiment aux utilisateurs, aux entreprises qui mettent en place des systèmes, qui les achètent. On leur demande de respecter un ensemble de règles. Là, la Commission a fait le choix de se porter sur les gens qui développent finalement les IA, qui sont nombreuses, innovantes. Je pense que c'est à ces entreprises-là que le ministre pense quand il craint l'effet de la régulation. L'objectif n'est pas non plus de stopper l'innovation. Quels sont justement les risques qui pèsent sur ces entreprises innovantes qui travaillent sur ces systèmes intelligents avec l'arrivée de ce règlement, selon vous, Henri ? Bon, alors, nous, sur ce sujet de l'innovation, oui. Nous avons une position qui est peut-être un peu décalée par rapport à celle de beaucoup de monde dans l'environnement de la tech. Ce que l'on constate, c'est que la notion d'innovation, de manière indiscriminée, a remplacé la notion de progrès. Bon, en soi, l'innovation, c'est peut-être pas le bon prisme pour regarder ces sujets d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui sert ? Le progrès économique, le progrès social, le progrès environnemental, oui, l'innovation en soi, c'est peut-être pas le sujet. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels nous sommes assez attentifs quand on regarde ce texte. D'abord, il y a plusieurs textes qui sont actuellement en cours d'étude de manière parallèle. Il y a d'abord au niveau le Conseil de l'Europe, un texte qui est actuellement en cours de réflexion et qui sera un texte contraignant pour 46 États. Et faites référence à quel texte là ? C'est un texte sur l'intelligence artificielle, sur des régulations de haut niveau de l'intelligence artificielle portées par le Conseil de l'Europe. Or, les définitions, déjà, ne sont pas tout à fait les mêmes entre le texte du Conseil de l'Europe et le texte de la Commission européenne. Or, les deux seront contraignants. Donc, il va falloir à un moment qu'on fasse converger ces définitions. Et par ailleurs, aujourd'hui, nous pensons que ces définitions ne sont pas suffisamment précises. Et est-ce qu'on sera capable de porter des définitions précises sur ce qu'est l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce qu'un système d'intelligence artificielle ? Voilà. Donc, voilà. Et puis enfin, il y a Thierry Breton qui a annoncé il y a quelques jours qu'il allait établir un pacte pour l'intelligence artificielle, dont le contenu, pour l'instant, n'est pas tellement connu. Comment va-t-il s'appliquer ? Est-ce que ça sera d'application volontaire ? Voilà, il y a des choses. C'était après un entretien avec un patron de Google, je crois, qu'il a annoncé ce pacte. Donc, on reste un peu dubitatif. Et puis, alors, il y a d'autres sujets en termes de difficultés. C'est notamment, ça porte sur ce qu'on appelle les IA d'usage général, où là, les projets de règlement, eh bien, n'ont pas tranché et nous craignons que l'essentiel de la responsabilité porte in fine sur l'utilisateur final, à partir d'outils dont il ne maîtrise pas les algorithmes, il ne maîtrise pas s'il y a eu des datas pour l'entraîner. C'est-à-dire quelle responsabilité aurait-il l'utilisateur final ? La responsabilité sur les résultats produits éventuellement par ce type d'intelligence artificielle, ces intelligences artificielles d'usage général. Donc là, il y a toute une réflexion qui doit être menée. C'est pour ça que nous avons tendance à avancer, en tous les cas sur ce type d'outils, une régulation beaucoup plus souple qui serait donnée à une autorité indépendante nous paraîtrait tout à fait judicieuse, un peu comme on le fait aujourd'hui au niveau de l'Union européenne en matière de droit de la concurrence, où on a la direction générale, la DG Comp, compétitivité, qui a une partie de la responsabilité et qui la
qui la partagent avec les autorités administratives indépendantes dans les États. C'est un sujet compliqué parce qu'à la fois, il y a effectivement un appel sur la régulation. On a besoin de transparence, on a besoin de sécurité, du côté de l'utilisateur, mais même du côté de l'écosystème. C'est vrai qu'ils le réclament. Alors après, on nous dit, ah oui, mais alors c'est facile pour OpenAI de réclamer une régulation parce qu'eux ont tellement déjà avancé que finalement, ça va leur donner un coup d'avance. Est-ce qu'il y a un risque que ce texte favorise finalement davantage les GAFAM, enfin en tout cas les grandes plateformes numériques actuelles, et pénalise l'écosystème européen? Alors, moi je suis assez convaincu que la régulation, ça favorise les gros acteurs. C'est quelque chose qui, de manière générale, les gros acteurs savent payer les troupes, la réflexion, même les investissements pour répondre à la régulation. Voir les avocats. Voilà, et contrairement à il y a 30 ans ou il y a 20 ans, même des gens comme Google ou Facebook qui étaient des entreprises qui étaient assez jeunes et qui elles-mêmes souhaitaient se concentrer sur la régulation typiquement aux États-Unis. Je pense que ça a vraiment changé. On l'a vu avec la réaction de OpenAI finalement à la décision de notre homologue italien qui a dit c'est interdit. En 15 jours, OpenAI a proposé des mesures de régulation alors qu'il avait fallu 4 ans à Google pour accepter le droit à l'oubli suite à un arrêt de la Cour de justice. Donc on voit bien un changement de posture et c'est vraiment le danger. Je pense que c'est à ça que pense aussi Jean-Noël Barrot quand il dit qu'il y a un risque. Parce que évidemment les petites entreprises françaises qui essayent de se positionner sur le même sujet, ils n'ont pas les moyens de se payer une campagne de com, des dizaines de personnes pour répondre aux exigences de régulation. Donc il faut trouver un moyen de construire cette régulation avec ces entreprises-là et entre guillemets pour ces entreprises-là et pas uniquement pour réguler l'entrée sur le marché européen des acteurs internationaux. Et puis jusqu'où on peut aller poser des exigences? Parce que quand on appelle à la transparence algorithmique, on sait que dans la pratique, c'est pas aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut exiger? Où est-ce qu'il faut s'arrêter dans cette exigence de transparence? Alors, nous, je pense que le texte, il fixe une obligation de transparence qui n'est pas absolue. On a pu étudier à la CNIL le texte sur les Jeux Olympiques qui s'occupe des caméras augmentées et qui pré-transpose, entre guillemets, une partie des exigences de l'AI Act et qui nous permet de voir effectivement qu'est-ce qu'on demanderait à des entreprises. Donc, par exemple, il y a des fortes exigences de documentation, d'expliquer comment j'ai construit mon IA, quelles sont les données que j'ai utilisées, quels sont les paramètres que j'ai faits, quels sont les mécanismes de sécurité que j'ai mis en place. Par contre, on ne demande pas, il y a eu le débat sur la loi Jeux Olympiques, de mettre à disposition l'ensemble des données d'entraînement, qui est quelque chose qui serait à la fois coûteux, pas forcément très opérationnel et porterait de nouveaux risques, parce que ça veut dire qu'on va garder pendant des années toutes des données qui, dans notre point de vue CNIL, peuvent contenir des données personnelles et donc pas des données qu'on veut forcément garder très longtemps. Donc on est en train de définir ces règles de transparence. Je pense que la vraie difficulté avec les briques à usage général, comme le mentionnait Henri, c'est que ces briques-là, elles n'ont pas d'usage. On ne sait pas si elles vont servir pour la police, pour la santé, pour l'éducation, pour les RH. Ça pose le problème de la finalité. Et en même temps, tous ces usages à haut risque qu'on veut réguler, eux-mêmes vont partir de ces briques à usage général. Et donc vraiment la question, c'est qu'est-ce que ces briques doivent être capables de démontrer pour que l'entreprise spécialisée dans le domaine de la santé qui va utiliser ChatGPT pour rédiger des comptes rendus automatisés, par exemple, puisse dire certes, j'ai entraîné mon IA, mais je sais un peu comment fonctionne l'IA de base que j'ai utilisée. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore très obscur, notamment pour les systèmes qui ne sont pas open source. Alors, je vais faire un petit peu de provocation peut-être, mais enfin, certains demandent des moratoires sur les déploiements d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il nous faudrait, nous, un petit moratoire sur la régulation parce que peut-être on a besoin d'un peu plus de temps pour apporter une réponse adéquate? Non, bon, un moratoire, je sais pas, parce qu'actuellement, le texte de la Commission, enfin le texte qui avait été proposé par la Commission européenne arrive a priori à partir du 14 juin dans le trilogue, c'est-à-dire la structure institutionnelle de négociation du texte final entre la Commission d'une part, le Parlement européen et le Conseil européen. Et donc on devrait connaître le même jour, le 14 juin, en tous les cas à partir du 14 juin, le mandat de négociation du Parlement européen. Donc à partir de là, les choses sont encore largement ouvertes. Et d'ailleurs,
la France elle-même se mobilise pour faire le tour des acteurs, entre autres le CIF, pour comprendre quelles sont les attentes, les remarques, les craintes, et puis les prendre en compte pour alimenter la négociation au sein de ce fameux trilogue qui a l'ambition de terminer ses travaux, en tous les cas, avant les élections européennes de l'année prochaine, de juin 2024. Donc, probablement... Donc, vous nous dites quand même, on a encore le temps, on a le temps aujourd'hui, d'affiner la position européenne. Il y a du travail à faire. Mais un des problèmes principaux, n'empêche... Et on va s'arrêter là. Oui, mais c'est vachement important. Oui. C'est celui des compétences et des instances de régulation aujourd'hui qui est le niveau de compétences nécessaire pour réguler. Il vaut mieux, si on fait un texte et qu'on ne sait pas le contrôler, qu'on ne sait pas contrôler sa mise en œuvre, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et donc la CNIL s'est équipée d'un service dédié pour monter en compétence sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Et on salue l'initiative. Merci beaucoup à tous les deux sur ce sujet. Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, Bertrand Payès, directeur de l'innovation et des technologies à la CNIL. Petite pause et puis on va parler du RGPD. Ça fait 5 ans qu'il existe, qu'il est en vigueur en France.